Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Bonjour David. Bonjour, comment vas-tu? Très très bien ce matin, et toi? Très très bien. On va passer la semaine en charmante compagnie avec Anne Nocera, que tu connais bien David. Oui, c'est mon ami. Et on va parler notamment safran. Bonjour Anne. Bonjour à vous. Alors, tu vas passer la semaine, on peut se tutoyer, hein, oui, bien sûr. Tu vas passer la semaine en notre compagnie. On va parler notamment de ta production et d'un produit qui n'est pas si connu que ça finalement. Je me demande même si tu n'as pas été la première à le faire en Corse. Il s'agit du safran. Oui, c'est ça exact, le safran. Mais je suis la première productrice sur l'île en fait. Donc... Et la seule ou il y en a d'autres entre-temps? Depuis il y en a d'autres. C'est beaucoup. Vous êtes nombreux maintenant? Au moins une quinzaine. Ah, quand même. Installés sur 10. Et puis après, il y en a qui commencent en formation. En formation, oui. C'est toi qui les formes? Non, ce n'est pas moi. Alors, on va parler du safran. Et alors, pour commencer, en ce lundi, une petite présentation de cette exploitation. Comment cette aventure a commencé et surtout, comment t'es venue l'idée? Parce qu'il fallait y penser quand même à faire du safran. Oui, alors, comme je faisais des études d'histoire, on apprenait la route des épices, tout simplement. Et j'ai eu envie de faire pousser cette épice en Corse, voir si la route des épices pouvait s'arrêter sur notre île. Et comme j'aimais tout ce qui était culture florale, c'était ma passion de voir pousser des choses, j'ai essayé et ça a marché. Et comment savoir au préalable si la Corse est une terre qui peut appropriée quoi, par rapport au climat ou... Un peu au hasard. Notre île, tout pousse dessus, donc j'ai simplement essayé de planter quelques bulbes et j'ai vu que les fleurs sortaient toutes belles, alors je me suis lancée. C'est vrai, David, que le climat méditerranéen, finalement, il y a quand même, comme vient de le dire Anne, il y a pas mal de choses qui poussent chez nous. Il y a énormément de plantes et de taxons qui poussent chez nous. C'est de l'ordre de l'irréel, presque tout ce qui peut pousser chez nous, parce que le climat est favorable, la terre est favorable. On a beaucoup de chance, On a beaucoup de chance, ouais. Et je pense qu'il y a du safran sauvage qui pousse aussi en Corse. Alors, c'est pas du safran, c'est un petit crocus. Il est endémique, c'est le crocus corsicus. Il ressemble vraiment beaucoup au safran, mais en fait, quand on fait sécher les stigmates, ça ne parfume pas. Ça marche pas. Et c'est sur cette base-là qu'on développe le safran après, ou c'est vraiment un crocus à part, le safran? C'est vraiment un crocus à part. C'est le seul qui donne ses longs stigmates et qui, en séchant, parfume autant. Les autres, non, ça ne marche pas. Et ça provient d'où exactement? C'est iranien, ou du Cachemire, ça vient de ces régions-là. D'accord. Donc plutôt du Moyen-Orient. Oui. Et quand tu décides de te lancer dans le safran, est-ce que d'abord on fait un petit test pour voir si ça fonctionne, ou il y a une prise de risque? Allez, on s'est dit allez, on y va et on voit ce que ça donne. Il y a eu le petit test, ça fonctionnait. Maintenant, c'est vrai, quand on se lance à grande échelle, il y a toujours une prise de risque. Là, ça devient un métier, un travail. Donc, c'est pareil qu'en agriculture, c'est soumis aux aléas climatiques, à la pluie, au froid, au chaud. Et il y a toujours vraiment à grande échelle un risque. C'est un produit un petit peu particulier. Est-ce qu'il faut faire une petite formation avant? Je pense qu'il faut quand même avoir quelques bases pour savoir comment travailler le safran. Oui, quelques bases. Moi, je suis partie me former sur le continent. Et après, voilà, des bases... il suffit d'être un peu paysan, je dirais, et ça va tout seul. C'est une plante facile, elle ne demande pas d'eau en été. Donc, sur notre île, c'est vraiment super parce qu'on manque d'eau l'été. Donc, si ça vient d'Iran, en même temps, voilà, c'est un climat quand même assez aride pour la plupart là-bas. Oui, ça pousse sur les plateaux en montagne, donc c'est vraiment, ça résiste au froid, puisqu'ils sont plantés assez profond sous terre. C'est vraiment une fleur magique qui fleurit en plus à contre-saison. Quand toutes les autres ne fleurissent plus, fin octobre, celle-là pousse et est magique. Il est très fragile parce que... Justement, quand ça pousse... Ah oui, c'est une toute petite fleur. C'est ce moment-là qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, justement. Hein. Non, avant de l'eau, pendant la récolte, c'est bien qu'il ne pleuve pas trop non plus. C'est un peu embêtant parce que, si je comprends bien, ça arrive à l'automne. C'est une période où il pleut en général. Oui. Mais comme on le cueille tôt, il reste fermé la nuit, donc il est assez préservé. Il ne faut pas trop qu'il pleuve dans la journée pour les pousses, en fait.
Les plantations sont, je dirais, à l'air libre, il n'y a rien qui protège. Plein champ, c'est du C'est plein plein champ, champ. hein. Oui, c'est le froid qui va réveiller le bulbe et qui va le faire sortir, donc il a besoin vraiment d'être en plein champ. On sait quelquefois, lorsqu'on est agriculteur, que des conditions climatiques peuvent anéantir complètement une récolte, ce qui est le cas notamment pour le raisin, quand il y a de très très fortes pluies en août, par exemple. Il y a quand même une certaine pression, sachant que le produit, il faut qu'il fasse attention à l'eau et en plus il est fragile. Oui, ça c'est le risque de notre métier en fait, les agriculteurs. Il y a toujours cette pression du climat tout simplement et on peut faire une année pas blanche mais une année ridicule comme dans toutes les autres productions. Voilà. C'est pour ça que je me suis diversifiée aussi. On ne peut pas rester en monoculture, donc j'ai un peu de tout pour compléter à chaque saison. On va se quitter, David et Anne, on va se donner rendez-vous demain, on continuera à parler de safran parce que c'est passionnant, c'est vrai que c'est un produit qui est finalement pas très connu pour l'instant. Et on verra avec toi, David. C'est presque naissant. Toi, comment tu t'en sers de ce produit ? Il y a une multitude de recettes pour utiliser le safran. Eh bien, on en parlera tout au long de cette semaine, même endroit, même heure sur Alt Avery Once à partir de 11h15. Les amis, à demain. À demain. À demain. Bonjour et merci d'être avec nous sur Alt Avery Once pour votre rendez-vous Sapori. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne Nocher. Bonjour. Alors dans notre petit générique de début, on n'a pas évoqué les producteurs de safran. Justement, comment on appelle ça ? Les safraniers. Les safraniers. Donc tout simplement... C'est très joli. C'est très joli. Il faudra refaire le jingle parce qu'on a oublié les safraniers. On va inviter des gens, on va refaire Exactement. le jingle. Jardinier la semaine dernière avec Sébastien Bonnard, dit qu'on salue encore une fois. Et puis d'autant que maintenant il y en a une quinzaine de safraniers donc, en Corse. Alors toi, tu étais la toute première, c'est ça hein ? Oui, exact. Tout le monde est en bio ? Non, pas tout le monde. Non. C'était une volonté de ma part d'être en bio et de m'inscrire justement dans cette filière pour avoir des produits vraiment de qualité. Mais on peut s'inscrire. Et on achète le crocus en bio ? Oui, les plants sont des crocus bio. Moi, comme j'étais la première, je suis passée par la conversion puisque mes bulbes n'étaient pas bio. Ouais. Et au bout de 3 ans, ils sont devenus bio. Donc maintenant, ça y est. Sur une terre bio. Ouais, sur une terre bio. Et notamment, tu es dans la Gravonne, je crois. Oui. Pas loin de notre ami Sébastien qui était avec nous la semaine dernière. Pas loin du tout, à 5 minutes. Moi, je suis à Sarola, sur la plaine de Sarola. Ouais, donc c'est un petit peu plus bas, me semble-t-il, puisque lui, il est à Taverne. Donc toujours du bio. C'est la vallée du bio, la vallée de la Gravonne. On peut le dire. C'est vrai que c'est une vallée qui est très riche finalement. Hein. Ouais. Oui, je suis assez fière. On est pas mal quand même et beaucoup de producteurs bio. Sur la commune Taverne... Sarola, il y a pas mal de beaux producteurs. Hein. Est-ce que tu envisages de faire d'autres épices dans l'avenir ? D'autres épices, pas forcément. Je fais beaucoup de plantes aromatiques, de petits légumes mignons. Ah oui, magique. Tout joli. Et beaucoup d'agrumes et des fruitiers aussi. On aura l'occasion de reparler de ces autres produits. Toi, David, le safran, est-ce que c'est un produit dont tu te sers beaucoup, que ce soit au bistrotel ou à l'altroverse ? Au bistrotel, pas encore. C'est vrai. Mais à l'altroverse, oui, on utilise le safran depuis qu'on a connu Anne, en fait, finalement. Ça fait depuis 2009, je crois. Oui, quand j'ai commencé, tu es le premier à avoir travaillé le produit. Ouais, c'est le premier. J'étais le premier, fièrement d'ailleurs, de pouvoir utiliser le safran, qui est un produit fabuleux. Hein. Ça donne vraiment du goût Ah oui, il faut le doser avec parcimonie. Il faut avoir quand même un peu de maîtrise pour utiliser le safran. On ne peut pas l'utiliser comme on utilise du sucre. Hein. Il faut faire très attention. 2-3 pistils par-ci, par-là viennent... Il faut un savoir-faire. Souvent, on fait avec un épice, on fait du poulet au curry. Tout le monde sait le faire, par exemple. Le safran, il faut vraiment... il faut le manipuler. Déjà, il faut le respecter parce que déjà, ça coûte assez cher. C'est un produit de luxe, de qualité, d'excellence. Donc, il faut y prendre soin. Et puis, il faut vraiment l'utiliser... avec parcimonie, soit quand on fait une sauce à base de safran pour un poisson, soit quand on fait une crème pâtissière à base de safran ou un gâteau, il ne faut pas y aller avec une main trop lourde. D'accord. Alors, on va revenir justement sur le côté rapport qualité-prix, parce que tu l'as dit, c'est un produit quand même haut de gamme. Bien sûr. Mais j'aimerais qu'on revienne à un moment donné sur la production en elle-même. J'ai cru comprendre, je crois que j'ai écouté une émission sur Alt Avery Once il y a quelques temps, que c'était quand même assez laborieux, c'est-à-dire que c'était un travail minutieux, très long, où la récolte finalement on arrivait à, je sais pas, quelques grammes ou quelques centaines de grammes. Enfin, c'est une culture entièrement manuelle, donc déjà ça prend plus de temps que les cultures mécanisées, et ensuite comme la plante est fragile,
il faut être vraiment minutieux. Tout est fait à la main, le désherbage, la cueillette, l'émondage. Et en fait, c'est le séchage qui va donner le goût à l'épice. Donc, c'est la phase la plus critique de la transformation. Et là, est-ce que tu peux tout faire tout seul ou tu te fais aider? Peut-être qu'il y a toute la famille qui... Ben oui, pendant les périodes de récolte, on appelle du monde. C'est surtout une main-d'œuvre familiale. Ouais. Tu récoltes tous les jours après, en période de... Tous les jours, à partir du moment où la première fleur sort de terre, tous les jours, il y en a de plus en plus et on ramasse tous les matins à l'aube. D'accord, ça me fait penser un petit peu à, tu sais, aux vendanges. Quand la fin août arrive, c'est toute la famille, il fut vrai. un temps C'est qui allait ça. ramasser le raisin. Ouais, encore Mais maintenant. c'est la partie la plus conviviale, je Ouais. dirais, du travail, parce qu'on est tous ensemble, on discute, c'est vraiment bien, puis ça resserre les liens, c'est sympa comme tout. Moi, j'ai participé à une petite matinée de récolte et d'émondage. Oui, L'émondage, aussi. c'est le moment où on sort le pistil de la fleur. C'est ça. Et c'est un travail, il faut beaucoup de patience. C'est très long, Ouais. pour 1 heure de cueillette, il faut 4 heures d'émondage en fait. Les gens ne s'imaginent pas le travail que c'est. Ouais. C'est un travail de fou. Et puis après, il faut sélectionner les stigmates de... Oui, les beaux Le safran. stigmates, et puis après le séchage, ça c'est moi qui m'en occupe toute seule, puisque c'est assez critique et il faut bien surveiller le séchage, bien les peser. Des fleurs, on peut en faire quelque chose. Des fleurs, moi j'ai fait des gelées, Des gelées. mais c'est vrai qu'on n'en fait pas grand-chose. On en a beaucoup, on les remet sur la terre pour réamender en fait. On rend à la terre ce qu'on lui a appris. Et on ne peut pas l'utiliser pour faire un parfum ou une décoction. C'est particulier. Particulier. Oui. Je sais pas si on l'utilise en parfumerie ou en cosmétique. Là. Plus le stigmate en Plus le parfumerie, stigmate. oui. C'est vraiment ce qui donne la puissance. Parce que tu vois les quantités de fleurs qu'il y a Ouais, après, ouais. c'est Ah énorme. oui, c'est merveilleux. C'est énorme. Alors, on va poursuivre cette discussion demain. On continuera de parler de safran avec Anne Notcher et puis avec toi, David. Avec plaisir. Il y aura bien sûr la recette en fin de semaine. Tu nous expliqueras Si ce vous êtes qu'on gentil. peut faire avec le safran, justement. Ce sera. On peut C'est avoir- un financier à la noisette et au safran de Corse. D'accord. d'Anne Notcher. D'accord, eh bien ce sera vendredi, mais dès demain on se retrouve et on continuera cette petite discussion entre nous. À demain. À À demain. demain. Bonjour David. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Nous passons la semaine avec une safranière et il s'agit d'Anne Notcher. Bonjour Anne, Bonjour. qui donc cultive le safran sur la commune de Saro-la-Carcopie, C'est donc ça. dans la vallée de la Gravonne. Eh bien on découvre des choses, hein, David, Ah, et on se régale. nous parlions hier du côté un peu laborieux de la chose. fastidieux, Beaucoup c'est de vrai. travail pour une récolte. Alors de la fleur, il y en a, mais du produit que l'on peut consommer, c'est... Alors, il faut C'est compliqué. 150 fleurs pour faire 1 gramme, en fait, ce qui fait 150 000 fleurs au kilo. Oh, Voilà. c'est un truc de dingue. Et une safranière comme toi peut sortir combien de grammes à l'année? À l'année, le plus qu'on ait fait, c'est 600 pour l'instant. Voilà. Et après, 600. ça varie entre les bonnes, je dirais, et les moins bonnes années. Donc un an, 600 grammes de safran. 600 grammes, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à 1 kilo de... Non, mais je ne cherche pas non plus à dépasser à tout prix le kilo. Il me faudrait beaucoup plus de main-d'œuvre. Je ne pourrais pas tout faire toute seule. Ouais. Et, Il faut de pourrais plus- l'espace. Oui, hein. beaucoup de terrain, mais je pourrais plus contrôler la qualité de mon produit si j'en faisais trop. Donc, je préfère rester sur quelque chose d'entièrement gérable pour moi. Parce que c'est vrai que ça semble contraignant, ça prend de la place au niveau de la plantation. Parce qu'on pourrait faire autre chose. Ça prend de la place, ça prend du temps. Oui. C'est... Et c'est assez gourmand en fait, ça épuise vite les sols, donc il faut les retirer tous les 3-4 ans et laisser en jachère pendant au moins 6-7 ans la parcelle initialement cultivée. Alors d'un crocus, on peut en faire deux, c'est ça? Oui, alors le crocus c'est une petite fleur comme C'est un tubercule en fait. un petit bulbe, voilà. Et il se multiplie tout seul sous terre, donc au bout de tous les 3-4 ans, on les sort de terre, on les divise, on récupère les petits bulbes, les gros bulbes, on les sépare et on les replante ailleurs. Donc il faut laisser la terre se régénérer. Oui, de nombreuses années quand même. Il y a une longue période de jachère pour le safran. C'est gourmand. Comment on le régénère le sol? En jachère, En jachère. ou en bio, on peut semer des engrais verts. Enfin, ça aide, ça va un peu plus vite. Mais J'étais on dans le une laisse au région, on était parti chanter dans une région avec le groupe Altéoge et il y avait des champs très fleuris. Et j'ai posé la question pourquoi ces champs-là étaient fleuris. On aurait dit des champs de maraîchage. Tu vois. Et on m'a dit que c'était justement pour régénérer les sols. Voilà, oui, on les cultive pas et on laisse l'herbe pousser, faner, sécher. Ça se fait, enfin, c'est long, Donc, tu vois, mais il faut ça du- se il faut fait du tout terrain seul. quand même. Hein. Ah oui, attends, c'est sûr. C'est Oui. sûr. Du terrain. Alors forcément, lorsqu'on sait toutes les contraintes qu'il y a pour faire ce produit, forcément, moi je pensais à l'homme d'affaires peut-être, la rentabilité. Est-ce que, alors ça se répercute sur le prix, je suppose. Oui, C'est pour ça que c'est un produit quand même qui est assez... C'est comme c'est une culture manuelle, ça se répercute, le prix découle de ça, quoi.
parce qu'il y a le côté militant, puis il y a aussi le côté, bon, il faut aussi vivre, il faut aussi et donc gagner sa vie, forcément. bien sûr. Et toi, qui aimes jongler avec les saveurs, David, c'est vraiment un plus considérable dans un plat, du safran. Ça a un avenir, selon toi? C'est un avenir énorme parce que tu vois le développement qu'il y a eu après Anne, Ouais. ça a été exponentiel. Puis 15 producteurs là en quelques années, il y a un bel avenir, je pense, pour le safran corse. Moi, je l'utilise sur divers plats. On a commencé par la rouille, parce que la rouille, à la base, c'est avec du safran. Oui. Hein. Une rouille, c'est pas de la mayonnaise en seau et du spigol. Hein. C'est comme faisaient les pêcheurs, c'est écraser une pomme de terre, la monter avec des œufs, avec de l'huile d'olive, et on les fait infuser du safran. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une vraie mayonnaise pour la soupe ou pour la bouillabaisse. Ensuite, tu peux agrémenter une sauce crustacée, par exemple avec les araignées de mer, la grite, avec quelques pistils de safran à la fin. Voilà, c'est vraiment, on a la possibilité avec le safran, comme avec plusieurs épices, Oui. de venir agrémenter la cuisine de façon noble, je dirais, parce que c'est un produit noble. Et quelle est la force du goût dans le produit que tu vas faire? Je suppose que le goût est très très fort, parce que si on doit mettre 10 grammes ou 20 grammes de safran pour faire un plat, forcément c'est Tu pas manges possible. pas. Ouais. Tu manges pas. Donc le goût est très très fort. Ah ouais. 1 gramme suffit, par exemple. Non, même pas. Même pas. On est sur 2-3 pistils, hein, je dis Ouais. pas de Oui, bêtises. oui. C'est 0,02 grammes. Ah ouais, Enfin, d'accord, c'est ouais. très léger, on en met très peu. Ça parfume beaucoup en fait. Si on en met trop, on peut plus manger. C'est D'accord. Non, ça devient immangeable. C'est mangeable. trop fort. On fait une sauce agrumes et safran, par exemple, pour 2 litres de sauce, on va mettre 3-4 pistils. Bon, il faut laisser le temps au temps. Il faut le faire, par exemple, la veille, bien laisser infuser Oui, pour ça que les se fait arômes infuser. viennent. Il faut qu'il y ait une osmose. On appelle ça une osmose entre les éléments de ta sauce ou de ton émulsion ou de ta crème ou de ton gâteau. Il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre les éléments, et pour ça, il faut laisser un peu de temps au safran de prendre sa place. C'est pour ça qu'on en utilise très peu, et on laisse le temps au temps pour que ça vienne diffuser au maximum les saveurs du safran. Alors, selon les années, on a différentes saveurs. Souvent, C'est vrai. on a une saveur de tabac, de Ah ouais sous-bois. Ouais, c'est vraiment... Aussi, selon peut-être la torréfaction. Je ne sais pas si on dit torréfaction, un On séchage. peut, oui. Moi je dis séchage, mais c'est vrai que ça fait partie de la torréfaction. Ça se passe comme au four. Au four. Après j'ai quelques petits secrets, mais On va pas tout savoir, tu vois. Ah, on essaiera d'en savoir un demain. Hein. on va la cuisiner, Anne, justement, hein, pour faire un petit jeu de mots, pour en savoir un petit peu plus. Mais par contre, ça, c'est une force pour le produit, parce que tout à l'heure, on disait, bon, ça prend de la place, ça prend du temps, c'est assez laborieux à récolter, etc. Mais effectivement, si 0,01 g suffit oui, pour un par plat, c'est une voilà. force quand même. Mm. Ça veut Oui, dire oui, que... on en met très peu. Souvent les gens pensent que c'est très cher, mais ramener au plat ou à l'assiette, même pour une famille, c'est correct comme prix. Oui. Et est-ce que tu en consommes toi-même pour Oui, bien sûr. Voilà. On en profite. Elle cuisine beaucoup. Elle Assez cuisine beaucoup. régulièrement, mais je préfère dans les desserts, moi, par contre. Une petite gourmande. Voilà. D'accord. Eh bien, demain, justement, on essaiera d'en savoir un petit peu plus avec toi, Anne. On rappelle la recette de David, ce sera pour après-demain, Oui, pour le vendredi. financier. Donc, on se quitte, les amis. On se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. À demain. À demain. Bonjour, David. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Ça va très bien. C'est jeudi aujourd'hui. Nous sommes jeudi. C'est dur, hein, C'est dur, au ouais. réveil comme ça. Pourtant, il est 11h15, hein, David. Hein. Et il faut que tu te dépêches parce qu'on t'attend au Pas bistrot tarder à Lola. manger. Bonjour Anne Nocher, Bonjour. qui est notre invitée cette semaine, une safranière donc, qui cultive le safran, comme son nom l'indique. Alors tu nous disais hier, Anne, que toi, ton safran, tu l'utilises pour ta consommation personnelle, familiale, notamment dans les desserts. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? À chaque fois que j'ai l'occasion de faire un dessert pour des amis, pour de la famille, j'en utilise un petit peu avec des poires, en infusion. Pareil, ça parfume bien. Dans les crèmes amandines, j'aime bien, ça ressort. Toujours très peu parce qu'après, c'est fort. Ah oui, là, il y a la petite dose. Hein. Oui, il y a eu quelques loupés où, en fait, après la cuisson, le goût s'était multiplié. C'était immangeable, quoi. La D'accord. tarte, on en a laissé quelques-unes, mais... Tarte poire safran immangeable. Ouais. Ça fait bisquer quand même. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est parce que quand tu l'entends comme ça... Infuser, Ah oui, ça même diffuse. après la cuisson, et après ça devient... Au début c'est bon, puis après c'est trop fort. Quelques heures après. On peut aussi faire infuser de l'huile. Tu en fais, je crois, de l'huile au De safran. l'huile, pour moi. Pour toi, hein, Oui, oui. tu vends pas. À la vente, je fais des sirops. Mais c'est vrai que pour ma cuisine, je laisse un peu de pistil dans l'huile et ça infuse en fait. Une huile d'olive ou une huile végétale ou une huile de noisette? Qu'est-ce que tu Alors utilises? ça parfume mieux une huile un peu neutre, mais moi j'aime bien avec l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive.
C'est vrai qu'utiliser de l'épice pour un dessert, c'est pas fréquent. Je sais pas si toi tu le fais, toi qui es un spécialiste des desserts, David. Nous, on utilise pas mal d'épices, ouais. Ah oui, quand même. Surtout sur les poivres. Tu vois, les poivres blonds d'Indonésie, le timut, tous ces poivres un peu qui rappellent un peu le réglisse, la fève de tonka. On utilise pas mal d'épices. Après, les 4 épices, la cannelle viennent rentrer. Oui, bien évidemment. Donc j'ai dit une bêtise. Effectivement, il y a pas mal d'épices dans la pâtisserie. C'est vrai qu'on pense à l'épice, on pense surtout aux produits salés, aux poissons, la viande, etc. Il y a une multitude de choses à faire dans la cuisine et dans la pâtisserie avec les épices. On peut revenir sur le côté bio de l'exploitation d'Anne, parce que j'ai cru comprendre cette semaine qu'il y a des safraniers bio et d'autres qui ne le sont pas. Quelle est finalement la différence? Est-ce que le cahier des charges, c'est au niveau des pesticides, des engrais? Non, d'abord c'est une volonté personnelle de mener une exploitation bio. Après, pour la culture du safran, ça ne change pas grand-chose à part le désherbage. Parce que voilà. Quand vous n'êtes pas bio, un petit coup de désherbant et hop, vous êtes tranquille pendant un bout. Tandis que là, tous les jours en bio, je viens désherber. Enfin, l'herbe pousse plus vite que le safran, forcément. Bien sûr. Ça serait trop. Donc ça demande du boulot en plus, quoi. Oui. Du travail en plus. Et puis voilà, après, on mange un produit sain quand même. On n'est pas bourré de pesticides. On laboure et on désherbe. Oui. Je laboure plus, mais je fraise ou je griffe un peu le sol. Avec un motoculteur, tu viens griffer le sol pour l'aérer un petit peu, en fait. Voilà, une fois que le safran pousse, après c'est tout à la main puisqu'on le casse. Donc faire très attention. Oui, quand il commence à pousser, justement, on fait des prélèvements, des sondages pour voir à quelle hauteur et pour ne pas casser toute une affaire la de ganse. mesure. Et est-ce qu'on sait s'il y a des vertus médicinales dans le safran ou non? Oui, aussi. Ouais, on peut s'en servir dans dans des produits. Oui. Ouais. Oui. Bon, c'est pas du safran français la plupart du temps, mais même pour la santé, d'en manger, c'est un antiseptique, c'est un aphrodisiaque, il faut savoir. C'est un antioxydant puissant et un antidépresseur. Ah, également un antidépresseur. Voilà. Aphrodisiaque, antidépresseur. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui vont être intéressés, je pense. Oui, nous allons faire des recherches approfondies. Bon, à haute dose, ça peut être un peu du poison, mais à très haute dose. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme tout, dès qu'on en mange beaucoup, ça on va manger beaucoup de sel, c'est du sel, mais ça peut nous tuer. Ou du sucre, c'est très bien. De toute façon, l'excès est toujours néfaste au corps humain. Oui, tout à fait. Et enfin, pour terminer avec ce tour d'horizon autour du safran d'Anocera, comment vends-tu ton produit? Est-ce que tu travailles avec des restaurateurs? C'est le cas avec David qui est à nos côtés. Oui, avec des restaurateurs, avec des glaciers. Mais je fais aussi les foires, quelques marchés et en vente directe sur l'exploitation. Voilà, donc le marché d'Ajaccio, non, ma production est assez petite, donc ça se vend comme ça, Bocognane, quelques grosses foires, et avec aussi des épiceries fines. Et Sébastien Bonnard, il nous disait la semaine dernière qu'en général, les clients sont assez réguliers. Oui, ils connaissent notre façon de travailler, donc après, ils sont... ils nous suivent. Ils sont assez fidèles, comme moi. Voilà. En tout cas, bravo Anne, qui a réussi à introduire le safran en Corse. Je pense que on peut appeler ça comme ça. C'est la pionnière, oui. C'est la pionnière. Et on verra avec toi demain, avec toi David, ce qu'on peut en faire. Donc tu nous as préparé une petite recette. Oui, un financier à la noisette et au safran de Corse d'Anocera. Ce sera demain à 11h15 sur Alta Vreguan. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. À demain donc, pour la suite et la fin. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Alta Vreguan. Bonjour David. Bonjour Frédéric. En pleine forme aujourd'hui. Oui, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Et bonjour Anne. Bonjour. Anne Nocera, bien sûr, safranière du côté de Sarola-Carcopino, qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Alors on a beaucoup parlé du safran d'Anne tout au long de cette semaine, David. On aimerait aujourd'hui savoir ce qu'on peut faire vraiment de ce produit concrètement pour un bon plat par exemple. Alors pour un bon plat, tu peux l'utiliser dans une sauce pour un poisson, pour une soupe, pour un velouté, par exemple un velouté de butternut avec de courge, donc avec du safran. Tu peux l'utiliser dans une multitude de choses avec parcimonie et en pâtisserie de la même sorte. La recette d'aujourd'hui, c'est un financier à la noisette et au safran de Corse parce que je trouve que noisette et safran, ça se marie très très bien. Oui. Le côté caramélisé de la noisette et le côté un peu tabac du safran d'Anne viennent se marier et c'est assez sympa. Alors un financier, c'est quoi ? C'est un genre de cake assez plat que l'on cuit dans des moules à financier. C'est très facile à faire et je vais vous en donner la recette.
pour réaliser les financiers, il vous faut 300 g de sucre glace, 210 g de beurre, un bon beurre, hein, pas un beurre premier prix parce que ça ne marche pas trop bien, 210 g de poudre de noisette ou de farine de noisette si vous en trouvez, 10 g de blanc d'œuf, 100 g de farine, 10 blancs d'œuf. J'ai dit 10 grammes, c'est 10 blancs d'œuf. Ah voilà, d'accord, ouais, parce que ouais, effectivement, je me suis dit, bon, pas beaucoup. 10 blancs d'œuf, une gousse de vanille et 6 pistils de safran. Alors, on les compte, hein. J'ai bien dit 6. Je n'ai pas dit 10, hein, ce coup-ci. Alors, comment on procède? Il faut d'abord faire un beurre safrané. Alors, on va faire fondre le beurre dans une casserole avec le safran et la vanille grattée. On n'oublie pas toujours de fendre la vanille, de venir gratter les graines qui sont à l'intérieur. Et les gousses, on les garde, on les fait sécher et on peut les mixer pour faire un petit gâteau. Ou dans le sucre, pour faire un sucre vanillé. Alors, on va cuire durant 4 minutes le tout en remuant. Il faut que le beurre vienne mousser et vienne prendre une couleur de noisette. C'est très mousseux. Il faut faire attention de ne pas le brûler. Hein. On ne vient pas cramer notre beurre, ça serait dommage. Et une fois qu'il est mousseux, on va le débarrasser. On va réaliser la pâte. Comment on procède? On vient mixer les poudres, donc la farine, la poudre de noisette et le sucre glace, c'est-à-dire dans un mixeur, ou alors si vous n'avez pas de mixeur, vous le passez vraiment au tamis très fin. Dans la cuve du batteur, on va mettre les poudres que l'on vient de passer au tamis ou de mixer, et on va les monter avec les blancs d'œufs à température, comme quand on fait une meringue par exemple. Donc on vient monter cet appareil-là, c'est un appareil très très léger. Lorsque le mélange il est homogène, on vient verser dessus le beurre encore tiède. Il ne faut pas qu'il soit froid parce que sinon il aurait bien entendu figé. Bien sûr. Donc on vient verser tout doucement comme pour une mayonnaise. C'est-à-dire que si on travaille son appareil financier dans un batteur, genre KitchenAid ou autre, on vient verser tout doucement en réduisant je dirais la puissance de son batteur et on verse comme pour une mayonnaise. Il faut qu'il y ait un brassage assez lent mais assez régulier. D'accord, donc tiède parce qu'effectivement sinon ça ne peut pas se mélanger. Non, ça ne peut pas se mélanger, ça va masser en fait. Oui, bien sûr. Une fois que le mélange est homogène, on va venir prendre une poche et on va couler dans des moules à financier qui seront beurrés et farinés. Si c'est des moules en silicone qu'on utilise pour la pâtisserie, c'est pas besoin de les beurrer, de les fariner. C'est pratique, voilà, ça. C'est très pratique. Ça coûte 3 francs 6 sous dans les petits magasins Oh oui, on en trouve assez facilement. Partout, hein. Oui. Sinon, si vous avez les moules en fer, il faut les beurrer et les fariner. Et on va cuire dans un four chaud à 170 durant 15 minutes. Voilà, ils vont développer un petit peu à la cuisson et on va les garder moelleux parce qu'il ne faut pas que ça soit sec et tout chrétien, tu vois, il faut que ça soit très moelleux. Donc on vient piquer avec un couteau, voir si les financiers sont cuits et on les déguste soit tièdes à la sortie du four, c'est très bon, ou alors toute la journée avec un petit thé, un petit café. Ou alors tout seul, dans un coin on le prend et on le mange entièrement. On cache les enfants. Et ça a l'air très très bon en tout cas. Et alors là, voilà, un exemple, je ne sais pas si tu as eu l'occasion toi de réaliser ce genre de recette avec ton produit. Pas des recettes aussi sophistiquées, mais là, ça m'a l'air d'être une très belle recette, oui. Ah oui, on peut faire un cake tout simple, hein, un cake traditionnel, un pain d'épices. On pourrait faire du pain d'épices au safran. Jamais tenté le coup. Voilà, on peut essayer. Pour en revenir au safran, Dan, qu'est-ce que le safran va apporter en plus de cette recette? Parce qu'on peut faire la même recette sans safran. Ah oui, tu peux faire la même recette sans safran. Ça va apporter une couleur différente. Ça va apporter, je dirais, un côté un peu plus gourmand, souvent, sur le safran. Ça reste en bouche après le safran. Souvent, on ne le sent pas tout de suite, mais c'est la dernière saveur qui reste en bouche. Une longueur en bouche. Oui. Bien sûr, tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais ça serait se priver d'une saveur délicate. C'est le petit plus. Oui. C'est le petit plus. Et pour conclure, donc merci David pour cette recette. Et toi Anne, tu l'utilises de quelle manière ton safran concrètement? Aussi pas mal avec les Saint-Jacques ou dans les petits légumes avec le beurre quand je fais cuire mes petits légumes dedans, ça parfume bien. Et dans le riz au safran, moi j'adore. C'est bon. Ouais. Pour conserver le safran une fois qu'on l'a acheté, comment on doit procéder? Alors, vous pouvez le garder en chambre froide en fait. Tu peux essayer, il se conserve mieux, ça fige en fait le safran. Et comme ça, il perd moins ses arômes. Parce que quand il sèche, il perd. Quand il sèche, oui, puis il va devenir plus amer en fait. Donc, il faudra moins en mettre, revoir les dosages, c'est un petit peu plus dur. Parce qu'il continue justement à... Il évolue, oui, il s'affine, Parce que c'est vrai que souvent les épices, on les conserve assez facilement, enfin pour beaucoup d'épices en tout cas. Oui, pas trop. Mais le safran, il faut le consommer assez rapidement?
Oui et non, parce qu'il se garde des années, mais après il devient vraiment très âcre en bouche. Il est moins bon. Dans l'année, c'est mieux, mais voilà. D'accord. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur le safran d'Anoche. Cette semaine se termine. Ouais. Merci. À chaque fois, j'ai l'eau à la bouche à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Anne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On se reverra prochainement pour parler, pourquoi pas, des agrumes, des sirops, des aromatiques, des menthes choco. Un peu de tout du ça. citron caviar. On se retrouve prochainement sur notre antenne. À bientôt. À bientôt, merci. Et David, nous, on se retrouve la semaine prochaine à la Avec plaisir.